Nous sommes à Grès-sur-Roc pour parler des Journées européennes de l'archéologie, un site que nous n'avons pas choisi au hasard et on va tout de suite en parler avec les organisateurs. Alain Gossard nous a rejoint, vous êtes le président de la Fondation Jean Jousse. On est ici sur un terrain de fouilles, finalement, de fouilles archéologiques, et ça tombe bien en cette journée européenne de l'archéologie. D'abord, parlez-nous de ce musée qu'on peut voir à l'entrée de la ville. Alors ce petit musée, c'est pas tout à fait un musée, on l'appelle espace archéologique parce que musée c'est une appellation qui juridiquement ne nous est pas attribuée. Cet espace archéologique, il a une quinzaine d'années, un petit peu plus, et il a été installé par la commune pour rendre compte des 10 années de fouilles archéologiques qui ont eu lieu à l'endroit où nous sommes actuellement, sur le site de la Motte, au début des années 2000 et jusqu'à environ, enfin ça commence en 2002-2003 et ça se termine en 2013 environ. Hein. Et sur ce site, à l'endroit où nous sommes, il y a eu donc ces 10 années de fouilles et qui ont permis, outre de dégager un très important mobilier archéologique, on appelle mobilier archéologique, ici des outils en silex et puis des tessons de céramique, hein, qui renvoient à une période de la préhistoire qui se situe au début du néolithique, c'est-à-dire l'arrivée des premiers agriculteurs-éleveurs sur notre territoire, et ceci il y a environ 6500 ans. Donc pendant une dizaine d'années, les archéologues ont travaillé tous les étés sur ce site et ils ont, je dirais presque fortuitement, mis en évidence 5 traces de bâtiments. Donc au fond, là ici, on est à l'endroit où se situait la place du village, il y a 6500 ans. Hein. Et on peut imaginer, mais il faut certes beaucoup d'imagination, 2 bâtiments se trouvant ici vers le sud, un autre ici vers l'ouest, et puis celui qui est derrière nous, c'est celui que, avec le maire de l'époque, Gérard Clément, nous avons sauvé en quelque sorte du fait qu'il soit ensuite recouvert, parce que pour protéger un site archéologique, bien entendu, on recouvre. Et nous, on a souhaité qu'au fond, on puisse avoir une trace de ces 10 années de fouilles qui ont été importantes aussi dans la vie du village. Et donc, le bâtiment que vous avez derrière vous, c'est un des bâtiments qui a donc été découvert par les archéologues. Et ce bâtiment, il est constitué, pour du moins l'endroit où qui est encore visible et encore qui est resté avec le temps, c'est-à-dire des blocs de grès qui ont été déplacés pour permettre d'y insérer des poteaux de bois qui permettaient ensuite d'avoir une structure, une charpente et donc des bâtiments dont vous avez les dimensions derrière vous, c'est-à-dire une quinzaine de mètres de long et une dizaine de mètres de large, de forme relativement, je dirais, rectangulaire, mais plutôt trapézoïdale d'ailleurs, hein, caractéristique de la culture néolithique de cette époque au sud de la Seine, hein, assez différente de celle du nord de la Seine, pour des raisons un petit peu compliquées sur lesquelles on reviendra peut-être. Donc voilà, donc on a 2 de nos bénévoles qui sont en train de nettoyer le site derrière nous, qui en a bien besoin, parce que c'est un travail qui se fait bien sûr bénévolement, qui doit être fait régulièrement, surtout avec la saison là, un petit peu humide et chaude. Voilà. Parfait, on va regarder aussi tous les stands qui sont mis à disposition, on va aller voir tout ça, parce qu'il y a pas mal de stands, vous attendez du monde pour cette journée européenne de l'archéologie. En tout cas, merci de nous avoir éclairé en partie sur l'histoire du lieu. Merci beaucoup. Merci. Parmi les découvertes archéologiques, il y a bien sûr les ossements et on est avec vous, Laetitia, devant un atelier d'ossements pour apprendre à utiliser ces ossements. Oui, tout à fait. Donc ici, nous, en archéologie, on va retrouver une partie des matières animales, donc c'est majoritairement les ossements. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'os, les boîtes cervidés, les dents. Ici, vous avez de l'ivoire de mammouth.
Et en tant qu'archéozoologue, en fait, nous, on cherche à comprendre quelles étaient les relations entre les sociétés humaines préhistoriques et le monde animal. Donc là, à partir de ces matériaux, quel type d'objets, en fait, ils pouvaient fabriquer. Et alors, quels sont les objets justement qu'ils pouvaient fabriquer? Donc on a ici différents objets qui... alors là, ce sont des moulages, mais qui sont ceux de vrais sites archéologiques. Donc il y a des outils, donc notamment les aiguilles à chat. On a aussi les armes, donc les pointes de chasse par exemple, qui sont souvent en ossement, ivoire ou bois de cervidés, donc bois de renne pour les périodes anciennes. Et tous les objets mobiliers, donc les éléments de parure par exemple pour mettre peut-être sur les vêtements ou en collier. Et tous ces petits objets mobiliers, donc par exemple les Vénus, ces statuettes féminines, et souvent on a des animaux qui étaient représentés sur ces ossements d'animaux. On précise évidemment que tout ce qui est présent là n'a pas été découvert sur ce site-là, évidemment. Mais est-ce que vous avez été surprise par certaines découvertes qui ont été faites ici? Alors ici, malheureusement, le sol il est très acide, donc il y a très peu d'ossements qui ont été préservés. Et donc c'est une période plus récente, donc le néolithique, et il y a quelques dents de caprinés ou d'ovinés qui ont été donc chèvres ou moutons, donc des animaux domestiques. Oui. Mais par contre, ce qui vous a peut-être surpris de découvrir, ce sont les maisons, le fait qu'ici c'était un village avant. C'est ça, et ce site-là, il est vraiment intéressant parce qu'on est à la jonction de deux cultures néolithiques avec des types de bâtiments qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, lorsque vous allez expliquer ça, peut-être aux plus jeunes qui vont être présents, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà fait, est-ce qu'ils sont surpris par, pour autant une époque lointaine de l'utilisation qu'on pouvait déjà faire à cette époque-là? Je pense pas spécialement des fois. Enfin, les enfants généralement sont assez au fait finalement des cultures paléolithiques et préhistoriques en général, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus abordé dans les programmes, etc. Donc là-dessus, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment surpris. Par contre, c'est vraiment des fois de découvrir en eux-mêmes les cultures humaines, en elles-mêmes, pardon, et ces animaux, et aussi leur comportement et les relations qu'il y avait entre les humains et les animaux. Ça, oui. Alors on va aller voir le prochain atelier. Il parle de quoi ce prochain atelier? Alors le prochain atelier, il est dédié à l'utilisation des matières minérales, donc particulièrement le silex au cours de la préhistoire. Eh ben c'est parti. Donc ici, c'est un atelier qui sera présenté par Marco, qui est consacré à l'étude des objets qui ont été réalisés sur des matières minérales, et majoritairement du silex au cours de la préhistoire. Alors qu'est-ce qu'on voit là devant nous? Moi je vois des crânes. Oui, alors ici, on va présenter à partir de quand les gens ont commencé à tailler du silex, donc les préhumains. Donc on a les australopithèques, les paranthropes et tout le genre Homo, qui débute avec Homo habilis, et l'évolution des techniques au fil du temps. Donc ici c'est qu'est-ce que c'est le silex, ça qu'on voit là-bas. Tout à fait, ça c'est du silex, et le principe c'est d'expliquer aux gens comment on taille du silex, quelles sont les techniques de base à connaître pour tailler du silex, comment reconnaître un artefact, c'est-à-dire un objet qui a été façonné par les humains, et aussi comment identifier du bon silex. Alors l'artefact, si j'ai bien suivi, l'artefact c'est par exemple, ça peut être ça l'artefact. Oui, alors le terme artefact, c'est vrai qu'il n'est pas forcément utilisé par tout le monde, mais artefact, c'est-à-dire à partir du moment où l'objet, la matière a été façonnée, donc modifiée par des humains. Donc on va plutôt parler de vestiges archéologiques. Et ils en font, par exemple, là, c'est des armes. Tout à fait. Alors là, les outils qu'on a, c'est de différentes périodes. Donc il y a du paléolithique très ancien. Donc par exemple, ces objets-là, on les retrouve avec Homo erectus, Néandertal, Homo sapiens. On a des objets qu'on va retrouver dans des périodes plus tardives, ici avec Néandertal et ici avec Homo sapiens. Avec Homo sapiens, très bien. Alors une technique pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir comment reconnaître un bon silex d'un mauvais silex. Alors vous m'avez dit que tout se faisait au bruit, c'est ça? Tout à fait, on dit que le silex chante quand c'est un bon silex parce qu'en fait il va être assez homogène, contrairement à du silex où il va y avoir des inclusions ou alors qu'il a reçu des chocs. Vous nous montrer quel bruit, alors quel bruit il devrait faire normalement? Donc ça veut dire que c'est du bon silex. Oui. Et alors ça c'est pas du bon silex. Bah, c'est vrai qu'il sonne un peu plus creux. Hein. Le vrai silex en fait sonne beaucoup plus creux. C'est ça.
Alors les deux sont c'est des vrais, mais... du silex, mais c'est juste que celui-ci, on voit qu'il n'est pas homogène, là, il y a des inclusions. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît du bon silex. Et juste, j'en profite pour le dire, évitez de tailler chez vous. Parce que nous, on ne peut pas, contrairement à d'autres objets, faire la différence entre des objets archéologiques au niveau du silex et ce qui a été taillé récemment. Donc il faut éviter de polluer les sites archéologiques. Voilà. Ben merci beaucoup pour ces précisions. On va aller au dernier atelier maintenant qui est juste en face. Qu'est-ce qu'on va y faire? Alors l'atelier en face, là c'est la période paléolithique, donc au moment où on était durant la dernière période glaciaire, donc avec des milieux très ouverts, des grandes steppes, pas de zones arborées comme ici, et donc les armes de chasse que utilisaient ces populations paléolithiques. On va donc maintenant parler de chasse. C'est aussi une période importante, un moment important pour nos prédécesseurs lointains. Là, vous avez une arme en réalité devant vous. C'est ça, donc là c'est un atelier qui sera présenté par Jean. Donc il s'agit du tir au propulseur. Donc c'est une arme qui a été utilisée en Europe au cours du Paléolithique. Donc c'est une arme qui existe ou qui existait encore récemment chez plusieurs populations qui vivent notamment dans des zones très ouvertes. Donc nous en archéologie on ne va pas retrouver les matières végétales, c'est très rare. Cas exceptionnel, là, il y a eu plusieurs découvertes avec la fonte du permafrost, notamment de propulseurs en bois végétal et de saguet. Nous, ce qu'on retrouve régulièrement, ce sont ces pointes en os ou en silex, par exemple, ou en bois de cervidé. Et les propulseurs qui sont dits composites, c'est-à-dire qu'on a de la matière végétale et de l'os, on retrouve les crochets. Donc cette arme, en fait, elle va permettre de décupler le geste. Donc c'est le principe du levier en fait. Donc au lieu de lancer la sagaie directement comme ça, on va placer le crochet de cette manière et ça va permettre en fait d'envoyer des fois jusqu'à 10 fois plus loin et 10 fois plus fort. Ce qui était utilisé par Homo sapiens. Vous nous faites une petite démonstration? Oui. Alors, une petite précision. Oui, alors il y a plein de sortes de propulseurs différents, il y a plusieurs techniques, mais le propulseur, le but c'est vraiment que ça parte du bas du corps pour remonter et pour que toute l'énergie en fait puisse être dégagée au moment du tir. C'est un petit peu comme dans les arts martiaux pour celles qui connaissent ou comme se matcher au tennis. Très bien, on vous regarde tirer. Ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé finalement de votre passion. C'est une passion. Ben merci à vous pour votre visite et nous donner l'opportunité de parler d'un site archéologique comme ça et des activités qui sont réalisées par la Fondation Jean Joute. Avec plaisir et bonne continuation en tout cas dans vos activités. Nous on va retourner voir Alain pour lui dire aussi au revoir et merci. À tout de suite. Et on finit cette magnifique visite devant le musée que vous voyez derrière moi et dont vous voyez des images. Alain, un dernier mot peut-être pour parler de l'après. Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, on a une autre date d'animation avec toutes nos animations le 20 juillet dans le cadre de la biennale du département. Merci beaucoup à vous, bonne chance pour la suite, à vous et à la Fondation. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour le Vélorail, ce sera au plan d'eau de Tuffet. À tout de suite.